La haine. Tout commence par la haine, une haine si pure, si concentrée, qu'elle peut être forgée dans le cœur d'un enfant de 9 ans. Le père est Hamilcar Barca, un génie militaire carthaginois écrasé par Rome lors de la première guerre punique, humilié non par la bataille, mais par les politiciens de sa propre ville. Il voit son empire, Carthage, à genoux, payant des tributs humiliants à la République qu'il méprise. Et dans cette humiliation, il engendre un plan. Il emmène son fils Hannibal dans un temple sombre, le place face au feu de l'autel et lui fait jurer un serment de sang. Tant qu'il vivra, il ne sera jamais l'ami de Rome. Cet enfant ne jure pas fidélité à un dieu. Il scelle un pacte avec le destin, un destin qui coûtera des centaines de milliers de vies. Hamilcar sait que Carthage est faible. Le Sénat carthaginois est un nid de marchands craintifs. Alors, il prend son armée, ses fidèles, et s'en va. Il part pour l'Ibérie, la terre qui s'appellera un jour l'Espagne. Sa mission, construire un nouvel empire, un empire privé, une base de pouvoir personnel, loin des politiciens lâches de Carthage. Un lieu pour entraîner ses fils, un lieu pour extraire de l'argent, recruter des mercenaires et forger l'arme qui un jour viserait le cœur de Rome. Les années passent, l'empire ibérique des Barca grandit en puissance. Hamilcar tombe au combat, son gendre, Hasdrubal le Beau, le remplace. Lui aussi tombe, assassiné. Et alors, en l'an 221 avant Jésus-Christ, l'armée acclame le seul homme capable de les diriger. L'enfant du serment n'est plus un enfant. Hannibal Barca a 26 ans. Il a passé presque toute sa vie en campagne militaire. Il ne connaît pas le luxe, il connaît la tente de campagne. Il ne connaît pas la politique, il connaît la loyauté de ses hommes. Il ne connaît pas la peur, il connaît la stratégie. Et surtout, chaque matin, il se souvient du serment. Rome et Carthage ont un traité, un papier qui divise le monde. Le fleuve Èbre en Ibérie est la ligne. Hannibal ne doit pas le franchir. Mais Rome, dans son arrogance, fait alliance avec une ville bien au sud du fleuve, une ville appelée Sagonte. Sagonte est dans la sphère d'Hannibal, mais Rome l'appelle allié. C'est une provocation, c'est un mouvement de pouvoir. Hannibal voit le piège et décide de l'activer. Il ne veut pas se défendre, il veut attaquer. Il a attendu ce moment toute sa vie. Il a besoin d'une excuse, et si Rome ne la lui donne pas, il la créera. En l'an 219 avant Jésus-Christ, Hannibal met le siège devant Sagonte. Il le fait exprès. Il sait exactement ce qu'il déclenche. Pendant 8 mois, la ville lutte, et pendant 8 mois, Rome ne fait rien d'autre qu'envoyer des protestations diplomatiques. Quand Sagonte tombe, Rome se réveille. Ils envoient des ambassadeurs à Carthage. Leur demande est simple, livrez Hannibal Barca maintenant ou ce sera la guerre. Le Sénat carthaginois hésite. Ils sont terrorisés. Livrer leur général le plus brillant et leur empire en Ibérie ou affronter une guerre totale contre le monstre romain. Mais Hannibal a déjà gagné. Il a mis les politiciens au pied du mur. Déclarer la guerre sauve l'honneur de Carthage. Le livrer, c'est admettre qu'ils sont esclaves de Rome. Ils n'ont pas le choix. La guerre est déclarée. Les consuls romains préparent leur légion. Leur plan est simple, logique, romain. Un consul, Publius Cornelius Scipion, naviguera vers l'Ibérie pour chasser Hannibal. L'autre, Tiberius Sempronius Longus, naviguera vers l'Afrique pour menacer Carthage elle-même. C'est un plan sensé. C'est un plan qui suppose que leur ennemi est un homme normal. Mais Hannibal n'est pas normal. Il ne pense pas à défendre l'Ibérie. Il ne pense pas à défendre Carthage. Il pense au serment. Tandis que Rome mobilise ses flottes, Hannibal rassemble son armée. 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Et au printemps de 218 avant Jésus-Christ, il commence à marcher. Mais il ne marche pas vers le sud, vers la mer. Il marche vers l'est, vers les montagnes. Les Romains l'attendent sur la mer. Ils croient que la guerre se jouera à la périphérie, en Espagne, en Afrique. Hannibal va porter la guerre dans leur foyer. Il va faire l'impensable. Il va traverser les Pyrénées en combattant les tribus locales.
Il va traverser le Rhône, surpassant une armée romaine envoyée pour l'arrêter. Et alors, il va faire ce que l'histoire considère impossible. Il va faire marcher son armée vers les Alpes en hiver avec des éléphants. C'est un plan suicidaire, le plan d'un dément ou le plan d'un génie absolu. Le Sénat romain rit quand arrivent les premiers rapports. C'est impossible. Aucune armée n'a traversé les Alpes en hiver. Ils se trompaient, et cette erreur de calcul coûterait à la République romaine plus de sang qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La deuxième guerre punique n'avait pas commencé, elle avait explosé. Les Alpes ne sont pas des montagnes, ce sont un mur de granit et de glace conçu par les dieux pour garder les mortels à leur place. Et Hannibal pense le franchir. En novembre, ses commandants, ses vétérans croient qu'il a perdu la raison. Les guides gaulois qu'il a engagés le regardent avec un mélange d'étonnement et de pitié. 90 000 hommes sont sortis d'Ibérie après avoir traversé les Pyrénées et le Rhône. En combattant à chaque kilomètre, ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Maintenant, au pied des Alpes, ils regardent sa force. 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers. Des hommes endurcis, oui, mais ce sont des hommes du soleil brûlant d'Afrique et d'Espagne. Ils ne sont pas préparés pour cela. Et les éléphants, les 37 éléphants, bêtes de guerre qui tremblent, non de fureur, mais d'un froid qu'ils ne comprennent pas. L'ascension commence. 15 jours. 15 jours qui se transforment en une éternité en enfer. Ce n'est pas une marche, c'est une escalade de cauchemar. Les chemins sont étroits, parfois larges d'1 mètre seulement, avec un abîme de 1000 mètres d'un côté. Le froid est un tueur silencieux. Il brûle la peau, gèle les poumons. Les hommes s'assoient pour se reposer et ne se relèvent jamais. Leurs cadavres deviennent des marqueurs de route. Les chevaux glissent. Leurs cris résonnent dans les vallées pendant qu'ils tombent, entraînant vivres et hommes avec eux. Mais le froid n'est pas le seul ennemi. Les tribus des montagnes, les Celtes, les Allobroges, voient cette colonne d'envahisseurs non comme une armée, mais comme une caravane de butin. Ils lancent des embuscades depuis les hauteurs, font rouler des rochers gigantesques qui écrasent des douzaines d'hommes et de bêtes à la fois. Hannibal est obligé de lutter sur 2 fronts, contre la nature et contre les hommes. C'est une guerre au sommet du monde. À un moment, le chemin disparaît. Un glissement de terrain a effacé la route. La panique se répand, ils sont piégés. L'armée s'arrête. Mourir gelé ou mourir par derrière. Que fait Hannibal? Il montre le type de leadership qui définit la légende. Il leur parle non comme un général, mais comme un compagnon de souffrance. Il se tient sur un promontoire, leur montre l'horizon vers l'est. Là, crie-t-il, là est l'Italie. Là sont les plaines du Pô et au-delà les murailles de Rome. Nous sommes en train d'escalader les murailles de Rome. Quelques jours d'efforts de plus et le monde sera à nous. Pendant 4 jours, ces ingénieurs travaillent sans arrêt dans la glace sous le feu ennemi pour tailler un nouveau chemin dans la roche. 4 jours d'enfer. Et ensuite, la descente. Pire que la montée, la glace est plus traîtresse. Les éléphants, rendus fous par la panique, glissent et tombent comme des montagnes de chair, créant des blocages horribles. Les hommes s'attachent les uns aux autres seulement pour qu'un seul qui tombe en entraîne 20 autres dans le vide. 15 jours. Quand Hannibal pose enfin le pied sur la plaine du Pô au nord de l'Italie, il se retourne pour regarder son armée. C'est une armée fantôme. Des 50 000 fantassins qui ont commencé l'ascension, il en reste à peine 20 000. Des 9 000 cavaliers, seulement 6 000. Il a perdu plus de la moitié de son armée sans livrer une seule bataille contre un légionnaire romain. Les éléphants, seuls quelques-uns survivent. Des squelettes ambulants. L'armée est brisée. Affamés, gelés, les vêtements en lambeaux, ils regardent leur chef avec des yeux vides. Ils ont fait l'impossible. Pourquoi? Pour mourir sur une terre étrangère. Pendant ce temps, Rome a réagi. Publius Cornelius Scipion, le consul qui devait chasser Hannibal en Ibérie, a fait l'impensable. Il a laissé son armée principale en Espagne, sous le commandement de son frère, et a pris un bateau de retour pour l'Italie. Il a couru vers le nord, en prenant le commandement des légions locales. Scipion est un Romain pur jus, arrogant, confiant, courageux. Il sait que le Carthaginois a traversé les Alpes, mais les histoires qu'il entend lui semblent être du désespoir.
une armée décimée. Il ne peut croire que cette menace soit réelle. Il pense qu'il écrasera cette bande de survivants avant qu'ils ne reprennent leur souffle. Les éclaireurs des deux camps s'affrontent. Le moment est arrivé, près du fleuve Tessin. Ce n'est pas une bataille rangée, c'est une escarmouche, mais c'est la première fois. La première fois que la cavalerie numide d'Hannibal, rapide comme le vent, affronte la cavalerie lourde romaine et ses alliés gaulois. Le choc est brutal. Scipion est en première ligne, combattant comme un simple soldat. C'est la tradition romaine. Mais Hannibal ne combat pas, il dirige. Sa cavalerie, dirigée par Maharbal, fait quelque chose que les Romains ne comprennent pas. Il ne charge pas de front. Il tourne, lance des javelots, se retire, feigne de fuir et ensuite recharge depuis les flancs. Les Romains, rigides et disciplinés, ne savent pas comment réagir. C'est comme se battre contre le vent. Au milieu du chaos, un groupe de Numides encercle le consul. Un javelot le traverse. Scipion tombe de son cheval, gravement blessé. La panique s'empare des Romains. Ils voient leur chef tomber. Leur ligne se brise. C'est ici que la légende rencontre l'histoire. On dit qu'un jeune homme de 17 ans, le fils du consul, aussi appelé Publius Cornelius Scipion, voit son père tomber, brise les rangs, charge seul contre l'ennemi et traîne son père mourant vers la sécurité du camp. Ce garçon se souviendra de ce jour, se souviendra du visage des Numides. La bataille du Tessin est une défaite romaine, petite, mais dévastatrice pour le moral. Hannibal vient d'annoncer son arrivée, il a traversé les Alpes, il a vaincu un consul romain sur le sol italien le premier jour, et le consul blessé, Publius Scipion, se retire humilié, réalisant qu'il n'affronte pas un barbare. Il affronte quelque chose de bien pire. Pendant ce temps, l'autre consul, Tiberius Sempronius Longus, a été rappelé de Sicile. Il est furieux. On lui a volé son opportunité d'envahir l'Afrique. Maintenant, il marche vers le nord, avec ses légions fraîches, avides de gloire. Il méprise la prudence de Scipion. Sempronius est impulsif, il est fier, et il voit un Hannibal qui, selon lui, est piégé. Piégé entre deux armées consulaires romaines. L'hiver approche. Les Gaulois locaux qui ont promis de rejoindre Hannibal hésitent. Ils ont besoin de voir une vraie victoire. Hannibal sait qu'il doit se battre, il sait qu'il doit gagner, et il sait exactement quel type d'homme est Sempronius. Il va utiliser l'arrogance romaine, la même arrogance qui a ri de sa marche à travers les Alpes comme une arme contre eux. Le décor est planté sur les rives froides de la Trébie. L'aube de 218 avant Jésus-Christ, sur les rives de la Trébie, est glaciale. C'est le plein mois de décembre. Le consul blessé Scipion prêche la prudence. Il a senti la piqûre du Carthaginois. Il sait que ce n'est pas un barbare, c'est un esprit supérieur. Mais l'autre consul, Tiberius Sempronius Longus, ne sent que la gloire. Son armée est fraîche. Le temps de son consulat s'achève. Il a besoin d'une victoire, et il en a besoin maintenant. Hannibal comprend cet homme. L'arrogance romaine est aussi prévisible que l'aube, et il l'utilisera comme un bistouri. Le plan d'Hannibal est une pièce de théâtre cruelle. D'abord, la provocation. Avant l'aube, il envoie sa cavalerie numide, légère et rapide, attaquer le camp romain. Il lance des javelots sur les tentes. Ils crient des insultes. Ils sont un essaim de moustiques bruyants et mortels conçus pour enrager un taureau. Sempronius mord à l'hameçon. Il ne consulte pas Scipion, il n'attend pas. Il donne l'ordre. Former les rangs. Il réveille ses 40 000 hommes dans l'obscurité. Ils sont somnolents, confus. Et le pire de tout, ils n'ont pas mangé. Il les oblige à se former et à marcher directement vers la rivière. La Trébie. L'eau est si froide qu'elle brûle. Les légionnaires s'enfoncent jusqu'à la poitrine. Leurs tuniques de laine se trempent et gèlent. Leurs boucliers se remplissent d'eau. Quand ils émergent, ils peuvent à peine tenir leurs armes. Leurs mains sont violettes. Leurs dents claquent si fort qu'elles étouffent les ordres. Et l'armée d'Hannibal, ils sont réveillés depuis des heures. Ils ont mangé un repas chaud. Ils se sont frottés le corps avec de l'huile d'olive pour repousser l'eau et conserver la chaleur. Ils sont secs,
nourris, et ils attendent. La ligne romaine, gelée mais disciplinée, avance. Ils s'écrasent contre l'infanterie carthaginoise, et malgré le froid, malgré la faim, les Romains sont des Romains. Ils commencent à pousser. La force pure de la Légion est imparable. Sempronius sourit. Il croit qu'il gagne, mais Hannibal ne livre pas de bataille juste. Il joue à un autre jeu. Pendant que la bataille fait rage au centre, les flancs romains, engourdis, sont frappés par la cavalerie carthaginoise et les éléphants survivants. La cavalerie romaine, dépassée en nombre, se brise et fuit. Et alors, cela arrive. Hannibal avait choisi le terrain la nuit précédente. Il avait trouvé un ravin, un ruisseau asséché couvert de broussailles, parfait pour cacher des hommes. Et la nuit précédente, il avait envoyé son frère cadet, Magon Barca, avec ses meilleurs soldats, 1000 fantassins et 1000 cavaliers. Ils sont restés là, couchés dans la boue gelée pendant des heures, attendant un signal. Maintenant, avec l'armée romaine totalement engagée, au son des trompettes, Magon et ses 2000 hommes surgissent du sol, chargent directement dans le dos des légions. La panique est instantanée, elle est absolue. Pour le légionnaire romain, c'est la fin du monde. Il a un ennemi devant qu'il ne peut pas briser, il a des éléphants écrasant son flanc, et maintenant une nouvelle armée les poignarde dans le dos. Ce n'est pas une bataille, c'est un piège mortel. L'organisation romaine se dissout dans la terreur pure. C'est un massacre. 30 000 Romains meurent ce jour-là, noyés dans la rivière en fuyant, piétinés par leurs propres compagnons ou poignardés par les hommes de Magon. D'une armée consulaire de 40 000 hommes, seuls 10 000, dont Sempronius, parviennent à se frayer un chemin par le centre et à s'échapper. Hannibal a anéanti 2 armées romaines en moins d'1 mois. Il a perdu des hommes à cause du froid, mais son armée est maintenant endurcie. Et le plus important, les Gaulois du nord de l'Italie qui observaient le voient maintenant. Ils le voient comme un vainqueur. Des milliers d'entre eux rejoignent sa cause. À Rome, la panique se mêle au déni. Quand Sempronius envoie un message, il ment. Il dit que la bataille a été interrompue par une tempête, mais les rumeurs ne peuvent être arrêtées. Les réfugiés ne peuvent être cachés. La République est en crise. L'hiver passe dans un silence tendu. Arrive le printemps de 217 avant Jésus-Christ. Rome élit de nouveaux consuls. L'un d'eux est Gaius Flaminius, un autre homme fier, un autre homme qui croit pouvoir vaincre Hannibal. Flaminius prend une armée et bloque la route principale vers le sud, mais Hannibal ne prend pas la route principale. Il ne le fait jamais. Pour atteindre le cœur de l'Italie, Hannibal doit traverser les Apennins, mais au lieu de prendre un col de montagne surveillé, il choisit une route que tous considèrent infranchissable, les marais de l'Arno, un vaste marécage de boue et d'eau stagnante. Pendant 4 jours et 3 nuits, son armée marche à travers un enfer aquatique. Il n'y a pas de terre sèche pour dormir. Les hommes s'effondrent et se noient dans la boue. Les chevaux meurent sous eux. La maladie se répand. Une infection oculaire attaque Hannibal lui-même. L'infection est si grave qu'il perd l'œil droit. Il sort des marais borgnes, fiévreux mais vivant. Et le plus important, il est apparu là où personne ne l'attendait. Il est derrière l'armée de Flaminius. Hannibal est maintenant entre le consul romain et la ville de Rome elle-même. Flaminius est furieux, il a été dupé. Il lève le camp et ordonne une poursuite immédiate. Il est tellement aveuglé par la rage, tellement avide de venger l'humiliation qu'il n'en voit pas d'éclaireur. Hannibal le guide, l'attire vers un endroit parfait, un lac appelé Trasimène. D'un côté, l'eau, de l'autre, des collines boisées qui s'élèvent abruptement. Un chemin étroit court entre les deux. La nuit avant la bataille, Hannibal cache toute son armée, 40 000 hommes, dans les forêts des collines au-dessus du chemin. Le lendemain matin, un brouillard épais se lève du lac, couvrant le chemin comme un linceul. Flaminius, aveugle de rage, marche avec ses 25 000 hommes directement dedans. Toute sa colonne entre dans le défilé étroit, enveloppé dans le brouillard, sans savoir que la mort les observe d'en haut.
La colonne romaine s'étire sur 6 kilomètres. 25 000 hommes aveugles. Le brouillard du lac Trasimène est si épais qu'un légionnaire ne peut pas voir l'homme qui marche devant lui. Ils sont piégés dans un linceul gris avec un mur de roche d'un côté et l'eau immobile de l'autre. Le consul Gaius, Flaminius est à l'avant, furieux, pressant ses hommes de marcher plus vite. Il est sûr qu'Hannibal fuit. Il est sur le point de l'attraper. Il n'y a pas de fuite. Il y a une attente dans les bois. Juste au-dessus d'eux, 40 000 hommes retiennent leur souffle. Infanterie ibérique, cavalerie numide, guerriers gaulois. Tous regardent un seul homme. Hannibal attend. Il attend que le dernier légionnaire soit entré dans le défilé. Alors, il donne le signal. La trompette sonne. Ce n'est pas un son, c'est une sentence de mort. Le son ne vient pas de l'avant, il vient de partout, des collines, des flancs, et maintenant de l'arrière, où la cavalerie d'Hannibal ferme la seule sortie. L'horreur est absolue. Les Romains ne sont pas en formation de bataille, ils sont en colonne de marche. Avant qu'ils ne puissent se tourner, avant qu'ils ne puissent lever leurs boucliers, l'ennemi est sur eux. C'est une avalanche d'hommes et d'acier qui tombent des pentes. Les Gaulois, hurlant, se lancent sur les légionnaires encore confus par le brouillard. Ils ne savent pas qui attaquer, ils ne voient pas l'ennemi jusqu'à ce que le couteau soit sur leur gorge. Il n'y a pas de ligne, pas de tactique. C'est l'anéantissement d'un abattoir. L'armée romaine se brise en 3 morceaux. Le groupe d'avant-garde avec Flaminius est encerclé et massacré. Le consul, reconnu par un Gaulois géant, est mis en pièces. Le centre de l'armée, en panique, est poussé inexorablement vers le lac. C'est ici que se produit la véritable horreur. Les légionnaires, chargés de 30 kilos d'armure, reculent, sont poussés par leurs propres compagnons, trébuchent, tombent dans l'eau froide et coulent. Des milliers d'hommes se noient à quelques mètres du rivage, leurs mains s'agrippant à la boue tandis que le poids de Rome les entraîne vers le fond. D'autres, dans une panique aveugle, essaient de nager avec leurs armures. La bataille de Trasimène dure 3 heures. Quand le brouillard se lève enfin, il révèle une scène d'apocalypse. Le lac est teint en rouge. 15 000 Romains gisent morts sur le chemin ou dans les eaux peu profondes. 10 000 autres sont faits prisonniers, humiliés et désarmés. Une armée consulaire romaine complète a été effacée de la surface de la terre. Quelques jours plus tard, Hannibal apprend qu'une force de cavalerie de 4 000 hommes, envoyés en renfort pour Flaminius, est en route. Il les intercepte, anéantit chacun d'entre eux. En une semaine, Hannibal a détruit près de 40 000 soldats. Romains, il a perdu moins de 2 000 hommes. La nouvelle arrive à Rome. La ville qui n'avait jamais vraiment cru au danger s'effondre. Le forum se remplit d'une foule terrorisée. Les femmes, dont les maris et les fils étaient dans cette armée, courent vers les portes de la ville, interrogeant chaque réfugié ensanglanté qui parvient à arriver. Le Sénat se réunit en session d'urgence, mais la panique est si grande qu'ils ne peuvent même pas parler. Finalement, le préteur monte sur la tribune des orateurs. Il n'y a pas de discours, pas de justification, juste un aveu brutal. Il regarde la foule et dit « Nous avons été vaincus dans une grande bataille ». Le son qui suit est celui du deuil collectif, les pleurs d'une ville qui réalise que l'anéantissement est à ses portes. Hannibal est maintenant le maître de l'Italie. Il n'y a pas une seule armée romaine entre lui et les murailles de la ville. Mais Hannibal ne marche pas sur Rome, pas encore. Il sait que les murailles de la ville sont trop fortes. Son plan n'est pas de conquérir Rome, c'est de la démanteler. Il se dirige vers le sud, vers le cœur agricole de l'Italie, brûlant tout sur son passage. Son message aux alliés de Rome est simple. « Je ne suis pas venu me battre contre vous. Je suis venu vous libérer de Rome. Rejoignez-moi. » Dans son heure la plus sombre, Rome recourt à une ancienne loi d'urgence. Ils suspendent la République, suspendent les consuls et nomment un seul homme avec un pouvoir absolu, un dictateur. L'homme qu'ils choisissent n'est pas un guerrier, c'est un vieillard, Quintus Fabius Maximus. Fabius est l'opposé de Flaminius. Il est lent, il est méthodique, il est patient et surtout, il n'est pas arrogant. Fabius analyse la situation. Hannibal a détruit 3 armées romaines. C'est un génie tactique comme le monde n'en a jamais vu.
Et Fabius arrive à une conclusion terrifiante et hérétique. Nous ne pouvons pas le vaincre, pas en bataille. Ainsi, le nouveau dictateur de Rome met en œuvre une stratégie qui enrage tous ses citoyens. Ne pas se battre. Fabius prend la nouvelle armée romaine recrutée à la hâte, commence à suivre Hannibal, mais ne s'approche jamais. Si Hannibal marche dans la vallée, Fabius marche sur les collines en l'observant. Si Hannibal s'arrête pour piller une ville, Fabius établit son camp à une distance sûre, observant simplement. Fabius devient l'ombre d'Hannibal. Il refuse aux Carthaginois la seule chose dont il a besoin, une bataille décisive. Le plan de Fabius est une guerre d'usure, brûler ses propres fermes avant qu'Hannibal n'arrive, évacuer les villages, laisser l'armée d'Hannibal mourir de faim piégée dans un pays étranger pendant que Rome reconstruit sa force. C'est une stratégie brillante et elle sauve Rome, mais c'est une stratégie profondément anti-romaine. C'est lâche. Dans les rues, les gens commencent à murmurer. Les politiciens, avides de gloire, commencent à crier. Ils donnent à Fabius un surnom méprisant, Cunctator, le temporisateur. Hannibal rase le sud de l'Italie et l'armée romaine, l'orgueil du monde, observe simplement depuis les collines. L'humiliation est insupportable. Le Sénat bout de rage. Le peuple exige de l'action. Le mandat de 6 mois de Fabius comme dictateur est sur le point de se terminer. Rome ne veut pas d'un temporisateur. Rome veut du sang, veut la vengeance. Et les nouveaux consuls élus pour le remplacer promettent exactement cela. L'an 216 avant Jésus-Christ, Rome a testé la stratégie de Fabius, celle du temporisateur, et l'a recrachée. C'est une stratégie de lâche et Rome est furieuse. Le mandat de 6 mois du dictateur expire et le Sénat, poussé par la clameur du peuple, décide que la patience est terminée. Il est temps de l'anéantissement. Ils choisissent 2 nouveaux consuls, 2 hommes qui incarnent l'âme divisée de Rome. Le premier est Lucius Aemilius Paulus, un patricien, un vétéran, un homme prudent de l'école de Fabius. Il sait ce qu'Hannibal peut faire. Il craint le génie du Carthaginois. Le second est Gaius Terentius Varro, un homme nouveau, un boucher de profession, un populiste arrivé au pouvoir avec un seul message. Fabius est un lâche, Paulus est faible, et lui, Varro, écrasera Hannibal. Il est arrogant, il est impulsif, et le peuple l'adore. Le Sénat prend une décision sans précédent. Ils ne vont pas envoyer une armée consulaire, ils vont envoyer toutes les armées. Pour la première fois de son histoire, la République lève 8 légions, le double de la normale, et les met sur le champ de bataille en même temps. 80 000 fantassins romains, 6 000 cavaliers. C'est l'armée la plus grande que le monde méditerranéen ait jamais vue. C'est un monstre d'acier, une machine à tuer conçue pour effacer Hannibal de l'existence. Hannibal, pendant ce temps, a passé l'hiver dans le sud. Son armée est plus petite, 50 000 hommes, dont seulement 40 000 sont de l'infanterie. Il est dépassé en nombre presque 2 contre 1. Ses vivres s'épuisent. Ses alliés gaulois sont inquiets. Il a besoin d'une victoire, il a besoin de cette bataille. Il choisit son terrain, un petit village sur la côte adriatique appelé Cannes. C'est une plaine vaste, ouverte et sans arbres, coupée par la rivière Ophide. C'est un terrain parfait pour les chevaux. C'est un piège. Les 2 armées romaines arrivent. Paulus, le consul vétéran, regarde la plaine et son sang se glace. C'est un suicide, dit-il à Varro. Cette plaine neutralise notre avantage en infanterie et donne tout à sa cavalerie. Nous devons l'attirer vers les collines. Varro rit. 80 000 contre 50 000. Qu'importe la cavalerie. La mathématique est simple. La masse pure des légions écrasera tout ce qu'Hannibal mettra devant elle. La loi romaine dicte que les consuls alternent le commandement suprême chaque jour. Le 1er août, Paulus est aux commandes. Il maintient l'armée au camp. Le 2 août, c'est le tour de Varro. À l'aube du 2 août de l'an 216 avant Jésus-Christ, Varro donne l'ordre que Rome attendait. Il déploie l'armée la plus grande de son histoire pour la bataille. Mais Varro, dans son arrogance, améliore la tactique romaine.
Il ne veut pas une ligne de bataille flexible, il veut un bélier. Il ordonne à ses 80 000 hommes de se former en ligne beaucoup plus profonde que la normale. Il resserre les manipules créant une phalange dense et monstrueuse, une masse de 70 000 fantassins au centre conçu pour une seule chose, marcher vers l'avant et écraser la fine ligne d'Hannibal par la force et brute pure. De l'autre côté du champ, Hannibal observe, voit l'erreur de Varro et sourit. Son propre déploiement est un chef-d'œuvre de tromperie psychologique. Au centre, là où le bélier romain frappera, il place ses troupes les plus faibles, les Gaulois et les Ibères, et il ne les forme pas en ligne droite, il les forme en croissant, un arc qui se courbe vers les Romains. Ses vétérans, son infanterie africaine endurcie, il les cache sur les flancs, derrière la ligne, hors de vue. Et sur les ailets, il place sa cavalerie, 10 000 cavaliers, le double des Romains. Sur une aile, sa cavalerie lourde ibérique et gauloise. Sur l'autre, ses incomparables cavaliers numides. Le décor est planté. Les trompettes sonnent, le sol tremble. 70 000 Romains crient comme un seul homme, et la masse de la Légion avance. Ils s'écrasent contre le croissant d'Hannibal. L'impact est dévastateur. Les Gaulois et les Ibères au centre, dépassés en nombre et en poids, commencent à céder. Varro, observant depuis le flanc, crie de triomphe. Le centre carthaginois est en train de se briser. Il gagne. Poussez, ordonne-t-il. Poussez. Les légions obéissent. Les légionnaires des rangs arrière poussent ceux de devant. Toute la formation romaine se précipite vers le centre qui cède, pénétrant de plus en plus profondément. Mais les Gaulois et les Ibères ne sont pas en train de se briser, ils reculent de manière ordonnée. Le croissant qui se courbait vers l'extérieur se courbe maintenant vers l'intérieur. L'armée romaine ne brise pas la ligne ennemie, elle s'enfonce volontairement dans un sac, et pendant que les 70 000 Romains se concentrent sur un seul point, inconscients de tout le reste, le piège d'Hannibal se referme. La tromperie est totale. Tandis que les 70 000 légionnaires s'enfoncent de plus en plus dans le piège en criant victoire, la véritable bataille s'est déjà décidée sur les flancs. La cavalerie lourde d'Hannibal, dirigée par Hasdrubal, ne s'écrase pas contre la cavalerie romaine du consul Paulus. Elle la désintègre. C'est une collision de fer et d'os qui dure des minutes. La cavalerie romaine, dépassée en nombre et en habileté, se brise et fuit. Le consul Paulus, luttant avec ses hommes, est blessé et renversé. Mais Hasdrubal, le commandant de cavalerie, ne poursuit pas. Il fait l'impossible. Dans un exploit de discipline que les Romains ne peuvent comprendre, il arrête ces milliers de cavaliers assoiffés de sang, les tourne sur le champ de bataille et les dirige non vers ceux qui fuient, mais vers l'arrière de l'infanterie romaine. Sur l'autre aile, la cavalerie numide a tenu occuper les alliés de Rome. Maintenant, ils tournent aussi. L'air au centre de la plaine devient dense, le son de la bataille change. Les légionnaires à l'arrière de la formation de Varro, ceux qui poussent, entendent soudain des cris de guerre, mais ils ne viennent pas de l'avant, ils viennent de derrière. Et alors, les flancs, les troupes africaines d'Hannibal, ces vétérans, son élite cachée jusqu'à ce moment, avancent. Ils n'attaquent pas le front, ils attaquent les côtés exposés de la masse romaine. Le bélier de Varro, conçu pour briser une ligne, est maintenant piégé. Infanterie africaine à gauche, infanterie africaine à droite, les Gaulois et les Ibères qui maintenant tiennent bon devant, et 10 000 cavaliers chargeant contre leur dos. Le cercle s'est refermé. 70 000 hommes piégés. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est une extermination. Industrialisée. La plus grande erreur de Varro a été la profondeur de sa formation. Les légionnaires romains sont si serrés, épaule contre épaule, qu'ils ne peuvent pas lever les bras, ne peuvent pas se tourner, ne peuvent pas sortir leurs épées. Les hommes dans le vaste centre du rectangle meurent sans voir l'ennemi. Ils sont écrasés par leurs propres compagnons. C'est une presse de chair humaine. La panique est absolue. Les légionnaires de l'arrière, essayant de fuir la cavalerie, heurtent les légionnaires du front qui essaient de lutter contre les Africains. La discipline romaine, leur plus grande force, devient leur sentence de mort. Pendant 8 heures,
8 heures de massacre méthodique. Le soleil de l'été italien frappe une plaine où le seul son est l'acier coupant la chair et les cris d'hommes mourants. Le consul Paulus, blessé, refuse de fuir. Il meurt en combattant aux côtés de ses hommes. 80 sénateurs, près d'un tiers du Sénat romain qui avait marché comme soldats, sont massacrés. Au crépuscule du 2 août de l'an 216 avant Jésus-Christ, la plaine de Cannes est une mer de sang. 50 000, certains rapports disent 70 000 soldats romains gisent morts. C'est le pire désastre militaire de l'histoire de Rome. Un holocauste en un seul jour. Hannibal a perdu moins de 6 000 hommes. Le consul Varro, le boucher, l'homme dont l'arrogance a causé le massacre, fuit le champ avec une poignée de cavaliers, sauvant sa propre vie. Cette nuit-là, dans le camp carthaginois, l'air est au triomphe absolu. Maharbal, le commandant de cavalerie, s'approche d'Hannibal. « Général, dit-il, tu sais comment gagner une victoire, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Marche maintenant, marche sur Rome. Dans 5 jours, tu dîneras au Capitole. » Hannibal hésite. Son armée est épuisée. Il n'a pas de machine de siège. Rome est une forteresse. Il rejette le conseil. On dirait pendant des siècles que ce jour-là, Hannibal a gagné la bataille, mais que cette nuit-là, dans sa tente, il a perdu la guerre. À Rome, la panique de Trasimène n'est rien comparée à cela. La ville s'effondre. Il n'y a pas une seule famille qui n'ait perdu quelqu'un. Les femmes courent dans les rues en criant les noms de leurs maris et fils. Le Sénat, décimé, doit interdire le deuil public. Le son du désespoir menace de détruire la République de l'intérieur. La terreur est si profonde qu'ils recourent au rituel le plus sombre, le sacrifice humain. Ils enterrent vivants 2 Gaulois et 2 Grecs au marché aux bestiaux. Une offrande de sang à des dieux qui semblent les avoir abandonnés. Et alors le pire cauchemar de Rome devient réalité. Le plan maître d'Hannibal fonctionne. Ses alliés, voyant que Rome ne peut plus les protéger, commencent à l'abandonner. La grande ville de Capoue, la 2e plus riche d'Italie, ouvre ses portes à Hannibal. La moitié du sud de l'Italie se rebelle. La République est à genoux. Un homme la tient à la gorge. Dans ce moment d'effondrement total, Rome se tourne une fois de plus vers l'homme qu'ils ont méprisé, Fabius Maximus, le temporisateur. Sa stratégie, la guerre fabienne, devient loi. Plus jamais, ils n'affronteront Hannibal en champ ouvert. Rome ravalera son orgueil et se cachera derrière ses murailles. La guerre devient une guerre d'usure. Mais Rome ne fait pas que se défendre, elle est blessée. Et une Rome blessée est l'animal le plus dangereux du monde. Tandis qu'Hannibal est piégé dans le sud, incapable de prendre Rome, le Sénat prend une décision. Ils doivent attaquer Hannibal là où ça fait mal, pas en Italie, mais dans sa base, en Ibérie. Là-bas, les 2 frères Scipion ont lutté pendant des années, coupant l'argent d'Hannibal, mais en 211 avant Jésus-Christ, les 2 sont pris en embuscade. Les 2 armées sont détruites. Les 2 frères, le père et l'oncle du survivant du Tessin, sont assassinés. C'est un autre désastre. Rome a perdu l'Ibérie. Ils ont besoin d'un nouveau commandant pour un poste suicidaire. Une élection est organisée, personne ne se présente, c'est une sentence de mort. Alors, un jeune homme fait un pas en avant. Il a seulement 25 ans. C'est un survivant du massacre de Cannes. C'est le jeune qui a sauvé son père au Tessin. Publius Cornelius Scipion. Publius Cornelius Scipion. Un homme de 25 ans, choisi non par la loi, mais par désespoir. Il accepte le commandement qui a tué son père et son oncle. Il accepte de diriger les restes brisés d'une armée vaincue. Il voyage en Ibérie et les commandants carthaginois, 3 d'entre eux, généraux expérimentés de la famille Barca, rient. Ils ont envoyé un enfant qui affrontera 3 armées vétéranes qui le dépassent en nombre. Scipion n'est pas un enfant. C'est le produit d'une obsession. Il a survécu au Tessin. Il a échappé à Cannes. Il a étudié un seul homme pendant toute sa vie, Hannibal. Il n'a pas seulement étudié comment il gagne, il a étudié comment il pense et il réalise que pour vaincre Hannibal, il ne peut pas être romain. Il
ne peut pas être prévisible, il doit être carthaginois, il doit être rapide, il doit être astucieux, il doit être impitoyable, et il doit attaquer l'inattendu. Les trois armées carthaginoises sont séparées par des centaines de kilomètres en Ibérie, chacune contrôlant sa propre région. Le plan romain normal serait d'attaquer la plus proche. Scipion ne fait pas ça. Il prend une carte. Il voit que le cœur de tout le pouvoir carthaginois en Ibérie, l'endroit où ils gardent leurs trésors, leurs dépôts d'armes, leurs otages des tribus ibériques, est une seule ville, la capitale Carthagène, Carthago Nova. La ville est considérée imprenable, elle a des murailles massives, une garnison forte et est entourée d'eau de presque tous les côtés. Les trois armées carthaginoises sont au minimum à 10 jours de marche. À l'hiver 210 avant Jésus-Christ, Scipion rassemble son armée. Il ne leur dit pas où ils vont, il donne juste un ordre, marcher. Il couvre 500 kilomètres en un temps que les Carthaginois croient impossible. Il se déplace si vite qu'il apparaît devant les murailles de Carthagène, avant qu'un seul éclaireur ne puisse donner l'alarme. La garnison de la ville, dirigée par Magon, est sous le choc. Scipion ordonne un assaut frontal immédiat. C'est un chaos sanglant. Les Romains sont repoussés. Magon rit depuis les murailles. L'enfant est impétueux. Il gaspille ses hommes. Mais l'attaque frontale est une distraction. Scipion a passé la journée précédente à interroger les pêcheurs locaux et a appris un secret. Ils lui ont parlé de la lagune du côté ouest de la ville, une lagune qui, selon ce qu'on lui dit, devient presque franchissable à marée basse l'après-midi grâce à un vent spécifique. C'est un détail que seul un local pourrait savoir. Tandis que l'assaut principal fait rage aux portes de l'Est, Scipion envoie 500 de ses meilleurs légionnaires vers la lagune. L'eau leur arrive à la poitrine, puis à la taille, puis aux genoux. Comme l'ont dit les pêcheurs, les 500 hommes marchent sur l'eau et arrivent à une section du mur que personne n'a pris la peine de surveiller. Pourquoi surveiller un mur protégé par la mer? Ils montent sans résistance. Les cris de la garnison passent de la confiance à la terreur. Les défenseurs de la porte principale entendent soudain des trompettes romaines à l'intérieur de la ville. Derrière eux, la panique est totale. Les portes s'ouvrent. La ville tombe en 1 heure. Scipion vient de prendre la capitale d'Hannibal en Ibérie. Il capture son trésor, son arsenal. Mais il fait autre chose, quelque chose qu'Hannibal n'a pas fait. Il capture des milliers d'otages ibériques et, au lieu de les tuer ou de les réduire en esclavage, il les libère, leur rend leur famille, les traite avec honneur. D'un seul mouvement, Scipion n'a pas seulement gagné une ville, il a acheté l'âme de l'Ibérie. Les tribus ibériques, qui haïssaient les Carthaginois, mais craignaient les Romains, voient maintenant un nouveau type de chef. Elles commencent à déserter Carthage en masse. En Italie, Hannibal est toujours piégé. La guerre fabienne a fonctionné. Rome est une forteresse. Les alliés d'Hannibal se fatiguent. Son armée invaincue sur le terrain pourrit lentement dans le sud de l'Italie, sans ravitaillement, sans renfort. En 208, son frère Hasdrubal Barca, voyant que l'Ibérie est perdue, prend une décision désespérée. Il rassemble une nouvelle armée et fait l'impossible. Il traverse les Alpes, tout comme Hannibal, pour le rejoindre en Italie. 2 armées Barça ensemble. Ce serait la fin de Rome. Hasdrubal envoie des messagers à son frère, mais ils sont interceptés par Rome. Le consul Claudius Nero prend la moitié de son armée qui surveillait Hannibal et, dans une marche forcée légendaire, court vers le nord. Il rejoint l'autre consul. À la bataille du Métor, l'armée d'Hasdrubal est anéantie. Hasdrubal lui-même est tué. Le consul romain lui fait couper la tête, la met dans un sac et chevauche vers le sud. Il arrive au camp d'Hannibal et lance la tête ensanglantée de son frère. On dit qu'Hannibal regarde la tête d'Hasdrubal et dit « Je vois maintenant le destin de Carthage. La guerre est perdue. » Il le sait. En Ibérie, Scipion a fini le travail. À la bataille d'Ilipa en 206 avant Jésus-Christ, il utilise la propre tactique d'Hannibal à Cannes, une formation de double enveloppement, une canne inversée, pour détruire la dernière grande armée carthaginoise en Espagne. Il rentre à Rome en héros conquérant, l'homme
qui a vengé son père, mais il sait que la guerre n'est pas finie. Il entre au Sénat et affronte le vieux Fabius Maximus. Scipion propose le plan le plus audacieux de tous, le seul plan qui peut terminer la guerre, envahir l'Afrique, porter la guerre dans le foyer de Carthage. Fabius, le temporisateur, est horrifié. C'est une folie de laisser l'Italie sans protection, une répétition du désastre. Mais le Sénat n'écoute plus le vieux Fabius. Il regarde le jeune Scipion, l'homme qui, en 4 ans, a fait ce que personne n'a pu faire en 10, gagné. Il lui donne le commandement. En 204 avant Jésus-Christ, Publius Cornelius Scipion appareille de Sicile. Il ne va pas défendre Rome, il va brûler Carthage. La terreur s'empare de Carthage. Pendant 17 ans, la guerre a été quelque chose de lointain, en Italie, en Espagne. Maintenant, une armée romaine est sur leur plage, et le Sénat carthaginois, les mêmes politiciens lâches qui ont abandonné Hamilcar, envoient un message désespéré à travers la Méditerranée. Un message au seul homme qui peut les sauver. Ils appellent Hannibal. L'enfant du serment est maintenant un vieil homme. Hannibal retourne en Afrique après 36 ans. 16 d'entre eux passés sur le sol italien invaincus. Il a humilié une douzaine de consuls. Il a massacré plus de 100 000 légionnaires, mais il n'a jamais pris la ville. Et maintenant, le fantôme de Rome l'a suivi chez lui. L'armée qui débarque avec Hannibal n'est pas l'armée qui a traversé les Alpes. C'est une ombre, une collection de mercenaires endurcis et les derniers vétérans, des hommes dont les visages sont des cartes d'une guerre de 17 ans, et ils sont appelés à défendre une ville qu'ils connaissent à peine contre un ennemi qui a appris toutes leurs ruses. L'ennemi est Scipion. Le Romain a dévasté le nord de l'Afrique et a réussi l'impensable. Il a convaincu les Numides, les meilleurs cavaliers du monde, de trahir Carthage. L'arme la plus létale d'Hannibal à Cannes, la cavalerie qui a refermé le piège, appartient maintenant à Rome. Les deux armées se cherchent et alors, avant l'Apocalypse, il se passe quelque chose qui fige l'histoire. Hannibal sollicite une rencontre. Dans une plaine ouverte entre les deux armées qui retiennent leur souffle, les deux généraux se rencontrent seuls. Le maître de l'horreur, Hannibal, borgne, fatigué, mais toujours le génie le plus craint du monde. Et l'étudiant, Scipion, le jeune qui a survécu au massacre de son père et de son oncle, l'homme qui a tout étudié. Il parle de paix, ou peut-être était-ce la reconnaissance silencieuse d'un guerrier à un autre. Hannibal offre une reddition, une que Scipion ne peut accepter. La réunion échoue. Il n'y a pas de mots qui puissent arrêter ce qui s'annonce. L'aube de 202 avant Jésus-Christ. La plaine de Zama. Hannibal a une dernière carte. Une carte qui n'est pas tactique, c'est la terreur. 80 éléphants de guerre. Une ruée de chair et d'ivoire conçue pour une seule chose, écraser la discipline romaine. Il les ordonne au front, chargez. Mais Scipion n'est pas Varro, il n'est pas Flaminius. Il sait que la terreur approche. Il a entraîné ses hommes. Quand les éléphants chargent, les légions romaines n'entrent pas en panique. Elles sonnent les trompettes. Des centaines de corps sonnent à la fois, un vacarme assourdissant conçu pour effrayer les bêtes, et les lignes s'ouvrent. Scipion a créé des couloirs, des avenues de fuite, à travers ses manipules. Les éléphants, créatures intelligentes, suivent le chemin de moindre résistance. Ils passent à travers les couloirs inoffensifs, tandis que les légionnaires leur lancent des javelots depuis les côtés. Ceux qui ne passent pas, rendus fous par le bruit, se retournent et chargent contre leur propre ligne carthaginoise. Le premier mouvement d'Hannibal a échoué. Maintenant la cavalerie numide. La fierté d'Hannibal lutte maintenant pour Scipion. Ils chargent. Et tout comme Hannibal l'a fait à Cannes, ils détruisent les flancs de cavalerie de Carthage et les poursuivent en disparaissant du champ de bataille. Il reste l'infanterie. C'est un moulin à viande. Le centre s'entrechoque. Les mercenaires d'Hannibal contre les légionnaires de Scipion. Les Romains poussent. Mais Hannibal a gardé son véritable piège pour la fin. Derrière ses mercenaires, il a placé ses vétérans d'Italie. Sa troisième ligne, les hommes qui n'ont jamais perdu. Les mercenaires qui fuient sont poussés vers l'arrière, mais les vétérans d'Hannibal, sûrs,
Ordre de leur général, baisse les lances. Ils ne les laissent pas passer. Les mercenaires sont massacrés, piégés entre les Romains et la garde prétorienne d'Hannibal. La bataille se stabilise. C'est un enfer de poussée. Les vétérans d'Hannibal, frais et brutaux, commencent à gagner du terrain. Ils brisent la ligne romaine. Hannibal est sur le point de gagner. Mais Scipion ne regarde pas son infanterie, il regarde l'horizon. Il attend, et alors ils reviennent. La cavalerie romaine est numide. Ils ont terminé leur poursuite, et au lieu de célébrer, ils tournent et chargent directement contre l'arrière des vétérans d'Hannibal. C'est Cannes. C'est le piège de Cannes, le double enveloppement. Mais cette fois, c'est Hannibal qui est dans le sac. Le cercle se referme. L'armée d'Hannibal n'est pas vaincue, elle est anéantie. 20 000 Carthaginois meurent, 20 000 autres sont capturés. Hannibal, voyant l'effondrement total, sachant que tout est fini, fuit le champ. L'homme qui n'a jamais perdu. Une bataille vient de perdre la guerre. C'est fini. 17 ans, des centaines de milliers de morts. Le serment d'un enfant de 9 ans se termine ici, dans la poussière de Zama. Carthage demande la paix. Les termes de Rome ne sont pas des termes, ce sont une sentence de mort. Carthage doit livrer toute sa flotte de guerre. Elle doit payer une indemnité qui les paralysera pendant des générations. Et la clause finale, le couteau sous la gorge. Carthage a interdiction de déclarer la guerre, même en son légitime défense, sans la permission de Rome.